Bonjour à tous, bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sidney Faux pour un épisode chargé cette semaine où on va revenir sur le début du règne, on peut le dire officiellement comme ça, de Wilfried Nancy qui est nommé comme entraîneur-chef pour la prochaine saison, au moins du CF Montréal. On va parler de ce qui s'est passé en Ligue des champions de l'UEFA parce que ça a brassé, même si ce n'est pas toutes les conférences de presse qui ont eu lieu comme on s'y attend habituellement. Et on répondra à vos questions lors du segment Sujet chaud en fin d'émission. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Bon, là, on va commencer par le commencement. On se demandait si Wilfried Nancy était l'homme de la situation aux yeux d'Olivier Renard, parce que je pense qu'avec l'émission de la semaine dernière où on échangeait sur ce sujet-là, on était tous d'accord que c'était logique de lui donner le poste. Ça a été fait lundi. Il y a eu un long point de presse, c'est de 1 heure où on s'est partagé des questions entre Olivier Renard et Wilfried Nancy. Si tu avais vraiment une chose à identifier, que ce soit dans ce qui a été dit ou dans ce que tu as reçu ou ressenti, ce serait quoi? Ce serait que Wilfried Nancy est dans la continuité de son point de presse de la semaine passée. On apprend à découvrir un homme très posé, très conscient de ses qualités, très à même de la situation dans laquelle est l'impact et ce qu'il doit apporter au groupe. On sent toujours autant de cohérence entre la direction technique incarnée par Olivier Renard et vraiment l'aspect terrain incarné par Wilfried Nancy. Continuité du travail qui a été fait avec Thierry Henry. Donc c'est rassurant. Je pense qu'on a vraiment voulu communiquer sur cet aspect-là. Mais il y a des éléments qui sont très très propres à Wilfried Nancy du côté du soccer local, d'une personne qui vient de l'académie, qui vient aussi des équipes du Québec. Donc très intéressant de voir que je pense que, comme tu as dit, l'homme de la situation, c'est une situation qui est très particulière et dans les circonstances, je pense que c'est un choix qui fait beaucoup de sens. Jean? Oui, ouais, je pense que on vient un peu sur les mêmes éléments que ces dernières semaines, c'est-à-dire contrôle. On voit un club et un environnement qui maîtrise bien son sujet, qui communique bien. Je sais qu'on parle beaucoup de communication avec toi, Olivier, mais il communique bien. En ce moment, Oui. ça se passe pas mal du tout. Oui, qui maîtrise son environnement et qui donne vraiment, ou qui veut donner l'impression que tout se passe de façon. Il y a pas de mauvais. Il n'y a pas d'accro, vraiment. Même quand on a un problème avec un entraîneur qui décide de partir, on essaye tout de suite de rebondir vers une solution. On présente qu'on est en contrôle. Là, l'enchaînement, la phase qui va suivre est présentée de façon extrêmement tranquille. Je veux dire, encore une fois, on contrôle, on maîtrise vraiment bien tout ce qui va sortir. Et du côté de Wilfried Nancy, bah, là aussi, comme on a dit la semaine dernière, c'est le personnage, c'est effectivement sa proximité par rapport au concept Montréal, académie, jeune, proximité par rapport aux joueurs qu'il a côtoyés quand même régulièrement depuis le temps qu'ils sont à Montréal. Donc il y a vraiment rien qui semble inquiétant, qui semble susceptible d'amener des questions ou des doutes pour le moment. Pas par rapport à sa philosophie, mais peut-être par rapport à son entente, parce que tu parlais du fait que c'est un gars qui est à l'aise avec les jeunes, c'est un gars qui est issu de la formation, qui a un horizon évidemment beaucoup plus long dans le temps. Tu travailles sur 3, sur 4, des fois même sur 10 ans si tu travailles avec les plus jeunes. Là, on lui donne un contrat de 1 an où si tu fais des séries, puis on s'entend que l'année passée, là, dans le contexte qu'on a en 2021, Thierry Henry ne les aurait pas fait, les séries. On était en dehors du top 7 qu'il faut atteindre pour les faire cette année. C'est tout un défi qu'on lui demande. Si tu les fais, par contre, tu es automatiquement reconduit pour l'année prochaine. Est-ce que ce serait même pour 2 saisons supplémentaires, possiblement? À ma connaissance, ça n'a pas été précisé. Mais cette entente-là d'1 an, entre guillemets, seulement, Sid, tu l'interprètes comment, toi?
Je l'interprète comme la situation l'exige. Dans le fond, Wilfried Nancy, malgré ses compétences, ça reste sa première expérience à la tête d'une équipe professionnelle. On ne sait pas comment ça va se dérouler, même s'il y a beaucoup d'éléments qui plaident en sa faveur. D'un point de vue du CF Montréal, ce n'est peut-être pas ce qu'on aurait envisagé pour l'après Thierry Henry, si on était dans un monde idéal. Donc, je pense qu'on s'est mis dans une situation très prudente dans laquelle Wilfried Nancy peut faire ses preuves. Je pense que oui, il y a une option automatique avec les séries, mais il y aura surtout un comportement, le comportement de l'équipe, le progrès de l'équipe. Les autres équipes se sont aussi renforcées. L'Impact n'est pas seul maître de son destin pour aller en série. Et dans ce cadre-là, je pense que si l'équipe progresse suffisamment, il y aura toutes sortes de raisons de croire que dans un contexte plus normal, qui est celui on joue à domicile devant notre public et on a un match à l'extérieur, qu'on pourrait lui donner sa chance en 2022 malgré une non-qualification en série. Et juste un petit bémol par rapport à cette prolongation de contrat qui serait automatique si l'équipe était pour faire les séries cette année. C'est une prolongation de contrat. On rappelle que Marco Chalibom avait exactement la même option en 2013. Il a fait les séries, puis on ne l'a jamais revu en 2014. Je sais que c'est une ère complètement différente, du moins on l'espère maintenant, que c'est géré de manière différente aussi, mais je tenais simplement à préciser, Wilfried Nancy aurait un contrat pour 2022 s'il arrive à faire les séries en 2021. Sid, encore une fois avec toi, je veux t'entendre sur un commentaire, moi, qui m'a captivé et je ne sais pas si je l'interprète de la mauvaise façon. J'aimerais savoir comment toi, tu l'as reçu. C'est quand Olivier Renard dit « Je veux remercier le propriétaire et le président de comprendre le projet que je veux mettre de l'avant et de me faire confiance. » Moi, là, j'ai écrit une chronique ce matin sur la RDS.ca. Je vois ça d'une de deux manières. Soit Olivier Renard était confiant que Wilfried Nancy était le gars à qui il fallait donner l'équipe et que quelqu'un d'autre était moins confiant, puis finalement, on a coupé la poire en deux en disant on va lui donner 1 an de contrat, on verra. S'il fait le travail, tant mieux, il y aura une prolongation. Sinon, on tournera la page et on ira avec quelqu'un d'autre. Ou, à l'inverse, on a proposé des noms, peut-être venant de Walter Sabatini, qui chapeaute Bologne et le CF Montréal. Et Olivier Renard a dit, vous savez quoi, ça ne cadre pas avec ce que je veux faire, moi, en 2021. Donc, il se serait peut-être opposé à des noms comme Alessandro Nesta, qui en est un des gros noms qui a circulé et qui aurait, c'est la rumeur du moins, été dans les 5 noms auxquels Olivier Renard a pensé, qu'il aurait considéré pour cette embauche-là. Alessandro Nesta, là, moi, connaissant sa relation à l'époque avec Joey Saputo, sachant le traitement qu'on lui a réservé ici, le nom, ce qu'il représente sur la scène Montréal, je vois très bien le propriétaire du CF Montréal s'exciter à l'idée d'avoir Nesta qui coach son équipe. Mais ces commentaires-là, ma parenthèse est longue, mais tu les as interprétés comment, ceux d'Olivier Renard? D'une part, je parle souvent d'alignement et de cohérence. Je sais que c'est redondant, mais ça le place vraiment au centre du projet sportif. Kevin Gamer, c'est l'administratif avec toutes sortes de considérations qui sont liées à l'administratif et la partie business. Tantôt même avec Jean, on a parlé un peu rapidement de marketing et de communication. C'est encore un autre volet. Là, dans ce qui est dans la case de Olivier Renard, qui est le sportif, dans ses propos, il réaffirme que c'est sa décision. C'est une décision qui a été prise effectivement de concert avec Kevin Gilmore et Joe Saputo, très bien, mais c'est lui qui en est responsable et c'est aligné avec la vision qu'il veut de ce club d'un point de vue purement sportif. Donc qu'il ait dû convaincre ou réaffirmer sa vision, c'est sain. À la fin de la journée, on a le coach qui correspond à Olivier Renard, et ça, c'est bien. Je l'ai dit la semaine passée par rapport à des profils comme Alessandro Nesta. Selon moi, on s'éloigne de ce que cherche à faire Olivier Renard. Donc, c'est pas une remise en question des compétences de Nesta ou d'autres coachs de ce profil, mais on sent que c'est pas vraiment la direction dans laquelle on veut aller. Et moi, je vais faire écho avec une autre citation de la conférence de presse que toi, tu avais souligné aussi. Je suis Wilfried Nancy.
voilà, on est sorti de ce cadre de Rémi Garde, de Thierry Henry, de Alessandro Nesta, de joueurs voilà, le lapsus est très très révélateur, de coachs dont on est plus intéressé par leur passé de joueur que de leurs compétences en tant qu'entraîneur. Et c'est là que j'apprécie cette nomination qui semble véritablement dire, voilà, donc il y a des qualités de coaching qu'on apprécie, surtout ça. Le nom, oui, t'en es fier et c'est très bien, mais c'est pas ce qui est venu être un facteur de décision. Oui, et en une phrase, hein, Wilfried Nancy a été capable de couper les comparaisons. On a dit, OK, on avait des pommes, on est rendu avec des oranges. Parce qu'une phrase comme celle-là, je m'appelle peut-être que Wilfried Nancy, mais je suis fier de mon nom. Ben là, tout d'un coup, il est en train de dire, je me recentre sur mes compétences. Moi, j'ai pas volé ma présence ici. Je le mérite. Je suis confiant que je suis capable de faire le travail maintenant. Regardez-moi aller pendant la saison. Et je ne m'attendais pas, honnêtement, de la seconde que j'ai entendu cette citation-là, j'ai fait « Wow, OK, là, tu viens tout de suite de distancer de Thierry Henry. » Et ça, j'étais curieux de savoir comment Nancy allait réussir à faire ça. Jean, j'aimerais t'entendre sur toi. Ça fait des années que tu couvres les activités du club. Mauro Biello, évidemment, était un gars très enraciné dans l'organisation. Quand on l'a vu arriver à la barre de l'équipe, c'était logique aussi. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était plus un produit de l'Impact à l'époque qu'un produit du soccer québécois. Wilfried Nancy, c'est un gars qui est venu ici, qui a joué dans le circuit universitaire, qui a coaché des jeunes, qui a coaché des équipes du Québec, qui est rentré presque au bas de l'échelle à l'académie, qui a réussi à graduer chez les pros comme adjoint, qui est maintenant rendu entraîneur-chef. Est-ce que tu penses que ça peut être un avantage pour un entraîneur quand vient le temps, on revient à la communication, mais aussi à diriger les troupes, peut-être certains choix en fonction des supporters que tu connais mieux que les entraîneurs américains ou européens qui sont venus? Est-ce que tu y vois un avantage ou est-ce qu'à partir du moment où tu arrives chez les pros en MLS, tu ne prends pas ces choses-là en considération? Non, je crois qu'il faut les prendre en considération parce que à partir du moment où tu es enraciné, où tu cherches vraiment à ce que ton club développe une identité et que cette identité, tu la reconnaisses, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans l'environnement, etc., tu dois le prendre en compte. Tu dois forcément le prendre en compte. Maintenant, c'est certain qu'il arrive avec une connaissance de tout l'environnement que Thierry Henry n'avait pas, que Rémi Garde n'avait pas, que quasiment personne n'avait. Et oui, tu fais le parallèle avec Moreau, et Moreau, effectivement, c'est encore un cas légèrement différent. Il arrive avec une connaissance vraiment profonde, pointue de tout ce qui fait l'identité autour des clubs et en fait du foot ici. Donc, je pense que c'est au bout du compte un avantage et que ça doit permettre de créer une caisse de résonance qui va faire que on va se sentir un peu plus impliqué. Il va y avoir sans doute un échange qui va exister, qui va être vraiment plus organique, si je peux l'expliquer comme ça, entre le club, l'équipe et les gens qui vont le suivre et qui, j'espère, vont un petit peu laisser derrière eux les débats qu'on a eus ces 2-3 derniers mois. Penses-tu, Sid, que la province, le soccer de manière générale, parce que je reviens à ce que tu nous avais dit il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, moi, sur le plancher des vaches, quand je vais à des matchs, des tournois où je parle avec les gens dans la communauté de soccer qui n'est pas spécifique au club, là, le soccer de manière générale, il y a une déconnexion. Là. Il y a comme deux univers différents. Penses-tu que la présence de Nancy, qui a été présent dans cet univers de soccer amateur-là, qui est maintenant à la tête du seul club de MLS de la province, ça peut aider à faire un pont? As-tu l'impression qu'il peut un peu rallier tout le monde derrière sa cause ou maintenant qu'il est entraîneur-chef du CF Montréal, ben, il fait partie de cet univers-là puis il fait plus partie du nôtre, du soccer amateur?
Excellente question, Oli, mais effectivement, je pense que des Wilfried Nancy, et je dis vraiment des Wilfried Nancy, c'est nécessaire au CF Montréal pour prendre sa place dans la culture sportive québécoise. Pourquoi? Parce que Wilfried Nancy, ben, moi j'ai joué avec, j'ai joué contre, il a C'est ça? coaché des amis, je me rallie à quelque chose, et c'est Mhm. pareil pour Jules, on a joué avec, on a joué contre, il a préparé des amis. Après, on a des joueurs qui sont type Laurent Simon, très impliqués dans la communauté. C'est Samuel Piette, il est présent. Un tournoi de futsal, ben, il y a Samuel Piette qui vient. Et c'est ça qui fait que le CF Montréal rentre dans la conversation, rentre dans l'imaginaire collectif. Oui, des Didier Drogba et des Thierry Henry, c'est extraordinaire ce qu'ils apportent. Mais il reste un peu loin. Il reste justement, finalement, il nous rappelle que c'est parfois un tremplin ou c'est parfois une porte de sortie, que c'est parfois voilà la MLS dans bon, hein, on peut toucher la gloire européenne comme ça de loin, mais ces joueurs-là, ces Bassong de Longueuil, ces Baloutabla de Palestinios, tous ces joueurs-là, ce sont des souvenirs qu'on a vécus, c'est des terrains qu'on connaît, et c'est ça qui permet, selon moi, de poursuivre la conversation et de permettre au club d'exister dans toutes les, voilà, dans tous les groupes chat, dans tous les petits matchs du samedi matin, et dans cet univers qu'on partage. Donc je crois que c'est très important, que c'est pas Wilfried qui va être le porte-étendard seul, malgré qu'il a un parcours Mhm. très intéressant, très très intéressant. Mais le CF Montréal doit prendre en considération ça s'il il veut exister, et peut voilà un peu faire le pont entre ces deux mondes-là, parce que oui, les gens regardent le foot européen, mais ils jouent ici, et quand tu joues ici, ben, tu aimes bien te raccrocher à ces joueurs-là qui ont basculé dans le monde professionnel. Souvenez-vous, en 2020, les gars, quand Thierry Henry, il n'était pas le seul au club, mais à plusieurs reprises, Henry nous a cité un exemple, l'Union de Philadelphie, en disant on a donné du temps à l'entraîneur, on a été patient pour construire l'équipe. Et vous vous souvenez, à ce moment-là, on disait OK, mais c'est une comparaison qui est un peu boiteuse parce que si toi, tu es prêt à t'engager sur les 7 prochaines années, parfait, on va parler de temps, on va parler de patience, mais si tu as le goût d'utiliser le CF Montréal comme tremplin, ben là, c'est pas la même réalité qu'un Jim Curtin qui est né en Pennsylvanie. Il parle d'une job de Mhm. rêve quand il parle de son poste à la tête de l'Union de Philadelphie. Il est là depuis 2014. Il n'a pas l'intention de s'en aller nulle part, alors que Thierry Henry, c'était un profil complètement différent. Ceci dit, Jean, quelques mois plus tard, et je ne m'attendais jamais à ce que ça arrive de cette manière-là, mais là, quand tu as Wilfred Nancy à la barre du club, j'ai l'impression que les comparaisons avec l'Union de Philadelphie deviennent pas mal plus pertinentes. Et ça, là, je dis ça de manière positive parce que l'an dernier, l'Union, c'était à quelque part devenu une des références en MLS. Absolument, absolument. Mais effectivement, il y a ce phénomène de temps qui a été laissé et ce phénomène d'identité qu'on va retrouver auprès d'un entraîneur local. Et je pense que plus on avance, et en fait, notre discussion là depuis 5 minutes, on est à peu près autour des mêmes points, qui est un point d'identité. Et quand tu fouilles un petit peu, que tu creuses un petit peu, en MLS, on commence à avoir clairement des clubs qui ont une identité, pardon, Mhm. affirmée dans le local, et d'autres pour qui c'est beaucoup moins important. Tu vas faire tu as comment, ce clivage, par exemple, à Los Angeles, où clairement le Galaxy ne représente pas exactement la même chose que le LAFC, que le LAFC est allé Mhm. chercher quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus local. Du côté pour en revenir à Montréal, le CF Montréal clairement veut jouer et à juste titre, parce que c'est essentiel, cette empreinte identitaire, locale, et qui se rapproche beaucoup plus de ce que Philadelphie a fait avec Jim Curtin. Et on voit quelques clubs, Columbus, euh, Seattle, Portland, eux ont choisi vraiment de développer cette identité-là, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que ces, ces clubs, et cet exemple de Philadelphie a été très, très net, c'est cette route-là qu'on doit chercher ici, effectivement. Et ça peut vouloir dire, à l'occasion, ne pas chercher forcément le bling, le briller, etc., mais aller un petit peu plus profond dans ce qu'on est capable d'aller créer nous-mêmes. Eh bien, c'est ce que j'allais dire parce que c'est tellement intéressant ce que tu dis par rapport à l'identité et je reviens à la citation de Nancy.
je m'appelle peut-être que Wilfrid Nancy, mais je suis fier de mon nom. C'est tellement un clash avec le passé où à chaque fois qu'on voyait quelqu'un débarquer de l'extérieur, c'était la panacée, on venait de trouver quelqu'un Mhm. d'extraordinaire parce que pour moi, on avait un complexe d'infériorité au club, on avait un complexe d'infériorité à Montréal. Le fait qu'à l'époque, là, on lançait Patrice Bernier sous l'autobus 2 ans et demi avant qu'il prenne sa retraite, puis au moment de prendre sa retraite 2 ans et demi plus tard, ben, on se disait, ben, il ne serait pas capable de faire une autre année finalement. Et là, tu as un gars qui arrive avec l'expérience pro comme joueur. Courte expérience, j'en conviens, mais en Europe, il a vu comment ça fonctionnait là-bas. Il a vu plusieurs staffs ici. Il a vécu le soccer amateur. Il a vécu le soccer de très haut niveau. Et lui, il dit non, non, là, on est capable de changer ça. Oui, si le prochain Didier Drogba va se pointer, c'est sûr qu'on va l'accueillir à bras ouverts, mais d'ici là, c'est pas comme si il nous manquait quelque chose. C'est pas comme si on était inadéquat. On est capable de s'assumer. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié dans le discours de Wilfrid Nancy. Dernier petit commentaire, Sid, avant de passer à la sélection nationale. Son commentaire sur le Capitana, tu l'as interprété comment? Il a dit, je vais réfléchir à ça, je veux des leaders qui sont jeunes, des leaders qui sont vieux, des leaders qui sont peut-être d'ici, d'ailleurs. Euh, et après, il a tenu à préciser, Nancy, que c'est pas parce que quelqu'un n'aura pas le brassard de capitaine qu'il n'aura pas un rôle de leader dans l'équipe. Est-ce qu'on est en train de semer l'idée que ce ne sera pas Samuel Piette? Est-ce que pour asseoir son autorité dans le groupe, ce serait mieux pour un Nancy, peut-être à ses yeux, de donner ça à Victor Wanyama? Encore une fois, bonne question. Est-ce que c'est du fond? Est-ce que c'est de la forme? Je me suis aussi un peu interrogé. Pourquoi je parle de forme? Peut-être qu'on a envie de faire une belle vidéo dans laquelle on fait une remise de brassard et qu'on n'a pas envie de spoiler la façon dont ce sera annoncé. Peut-être. Si c'est du fond, ben, effectivement, il y a peut-être d'autres qualités qui vont ressortir. Moi, j'aurais jamais cru que le capitaine de l'an passé, ce serait Yuka Raitala. Peut-être qu'encore une fois, je serais surpris du choix. Donc, je le sais pas. Je le sais pas. C'est vrai que je reste dans une espèce de blocage où Piet coche tellement de cases que j'ai du mal à me faire convaincre d'autre chose. Mais je te dirais qu'on verra. Et de mémoire, là, il faudrait que je remonte, mais la dernière équipe que Wilfrid Nancy a entraînée avant d'arriver à l'Académie à Montréal, c'était celle où Samuel Piette était dans ses équipes du Québec. De mémoire, là, il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'il y aurait, tiens, tu parles de vidéo, il me semble qu'il y aurait un petit montage intéressant à faire. Il y a un partenariat en plus avec Soccer Québec, pas mal certain qu'il y a quelqu'un qui a la bobine à quelque part ou des photos pertinentes pour ce genre de truc-là. Jean, j'aimerais ça t'entendre sur la représentativité du CF Montréal en équipe nationale canadienne, surtout avec le groupe qui s'en va aux Olympiques, groupe chapeauté par Mauro Biello. Entraîneur adjoint, c'est l'entraîneur des U23 au CF Montréal, Mhm. Jason DiTullio. Ça, dans l'immédiat, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose, à part sur la place de Balou Tabla dans l'échiquier de l'équipe nationale, parce qu'il n'est pas avec l'équipe A, il est avec les moins de 23 ans. Et c'est quand même une super Mhm. bonne nouvelle pour le club. Oui, c'est sûr. Quatre joueurs représentés, quatre joueurs qui vont très certainement être régulièrement sollicités. Bon, il y a ce petit bémol qui est que l'Association canadienne a présenté la liste et tout de suite en disant oui, mais il y a 9 joueurs de Toronto qui étaient dans la présélection, qui ne sont pas là. Donc, regarde, non, ils sont 4 là, ils auraient été appelés, à mon avis, de toute façon, hein, c'est certain. 4 aussi de Vancouver. Donc, ça fonctionne. C'est que le système fonctionne. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et il fonctionne dans ce, pas simplement académie, club, mais à l'étage de la représentation nationale et Mhm. à l'étage des compétitions nationales. Donc, c'est important. Et ce que je vois aussi, quand même, quand je regarde la sélection, et pas simplement uniquement vis-à-vis du CF Montréal, hein, c'est que le train est pris aussi par la Canadian Premier League. Ouais. Et ça, je pense que c'était vraiment essentiel au développement et pour que ça ce soit une pièce qui rentre et qui ait son rôle à jouer dans le système. Ça, c'était vraiment fondamental. Donc ça, je le note aussi. Et je trouve que c'est
c'est pas mal. Bon, c'est l'échéance principale pour l'instant d'une équipe canadienne. Le tournoi olympique, en tout cas les qualifications pour le tournoi olympique à la fin du mois de mars. Hein, donc, quoi, on commence là dans 10 jours, même pas. Donc, il était important de mettre vraiment de se présenter avec du beau monde, dont des joueurs qui sont certainement aux portes ou même, pourquoi pas, déjà installés en sélection A, pour montrer qu'on y va sérieusement. Ça fait très longtemps que le Canada ne s'est pas qualifié pour un tournoi olympique et je pense que ce serait, si on parle de progression logique avec une génération qui vient là, qui nous donne envie, ou en tout cas qui nous donne un certain bon espoir pour ce qui s'en vient, il est important de montrer aussi qu'à tous les niveaux. Sid, peut-être un petit commentaire là-dessus? Oui, hein, je suis d'accord avec Jean. Je pense que c'est bon signe pour les académies. On peut parler aussi de Thomas Meyer-Giguère qui est dans la liste. Donc c'est bien pour les Québécois. Mohamed Farsi est aussi dans les joueurs qui pourraient être appelés si, en cas de blessure. Maintenant, la tâche est ardue. Quand on voit la façon de se qualifier, il faudra forcément passer au travers de soit les États-Unis, soit le Mexique, un peu comme chez les grands. Mais c'est bien et je crois que on s'est très longtemps plaint, à juste titre, du manque de présence de joueurs québécois et ou de l'impact Feu, l'impact Montréal. Mais la présence de Mauro Biello depuis 3 ans à la Fédération canadienne comme finalement dissipe tous ces doutes-là. S'il y a des joueurs de qualité qui sont du giron québécois, ils seront présents encore plus avec Jason Titulio qui s'occupe des 23. Donc c'est bien de voir ces ponts-là et de voir de plus en plus de jeunes d'ici percer à haut niveau. Oui, Feu, Impact de Montréal. Tu as raison quand on parle des équipes. Là, on a vu cette semaine, par contre, que la fondation, ça s'appelle encore Impact de Montréal. Donc, Feu, mais pas Feu au complet. On ne s'étendra pas là-dessus. On ne reviendra pas là parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire 1 heure sur ce sujet-là. Les gars, on va basculer vers notre segment en temps additionnel. Jean, la Juve, tu sais, la fois qu'on avait décidé d'aller chercher Cristiano Ronaldo pour régler nos problèmes en Ligue des Champions, là, dans la catégorie, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. C'est pas mal au top de la liste. Hein? Ah, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée au départ. Il y avait une ouverture et qui correspondait pas mal à ce que la Juventus voulait, c'est-à-dire un joueur qui soit reconnu totalement, internationalement, et qui soit capable d'apporter le petit plus. Et mine de rien, il a fait une partie du travail. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quasiment à un moment où le Juventus avait vraiment de la difficulté en Ligue des Champions, contre l'Atlético il y a 2 ans, il donne le petit truc. Bon, bah, après, c'est vrai que ce soit contre l'Ajax, contre Lyon, ce coup-ci contre Porto, ça termine court. Mais essentiellement, il a apporté ce petit plus. C'était peut-être pas suffisant parce que l'environnement autour de lui, peut-être pas assez bon, tout simplement. Hein, et quand tu regardes ce qui se passe là, honnêtement, face à Porto, clairement, la Juventus avait des gros problèmes et est tombée sur une équipe qui était pas mal mieux organisée, qui avait on sentait qu'il y avait un métier supplémentaire côté Porto, une maîtrise du jeu qui était vraiment plus impressionnante sur les 2 rencontres. Et que Porto aurait probablement même pu terminer le match aller avec une avance encore plus confortable, plutôt que de se retrouver vraiment le dos au mur et passer par la prolongation. Sur la Juventus, il y a plusieurs facteurs. Ouais, il y a Cristiano Ronaldo qui est peut-être là, ça coince un petit peu. Ça, c'est possible. Il y a le fait que Pirlo est en train de mettre en place un système qui demande clairement à être installé sur 2-3 ans, pas d'un seul coup, parce qu'il y a des lacunes énormes, il y a des lacunes derrière, il y a des lacunes au milieu de terrain. Et donc, ça, c'est un travail de longue haleine. Est-ce qu'il est bâti? Est-ce que Pirlo est solide et assez solide pour le faire? Ça, je pense qu'on va voir, on ne peut pas vraiment présager de ça. Mais il est certain que c'est clairement l'élimination qui a eu lieu cette semaine face à Porto et les difficultés en championnat montrent qu'il y a clairement il faut passer
à une étape suivante, parce que là, la Juventus de ces dernières années, c'est plus la même chose. Ronaldo out en ronde des 16. Lionel Messi out en ronde des 16 aussi. C'est de match nul de 1-1 entre le Barça et le PSG, les Parisiens qui avaient gagné 4-1 à l'aller quelques semaines auparavant. Est-ce que pour toi, cet échec-là, nouvel échec en Ligue des Champions, avec tout ce qu'on a vécu au début de la campagne, demande de transfert de Lionel Messi, ça sonne officiellement la fin de sa vie en Catalogne? Alors, je suis extrêmement surpris de ne pas te répondre oui, car tout indiquait que c'était la fin pour Lionel Messi. On a déjà eu la discussion en podcast au courant de l'automne où j'étais catégorique que c'était impossible. Mais bon, voilà, impossible n'est pas catalan apparemment. L'élection de Laporta change toute la donne du côté de Lionel Messi. On a voilà le président emblématique des belles années du Barça qui revient avec voilà l'envie d'installer un projet de jeu aussi qui, on l'a vu hier face au PSG, prend forme du côté de Barça qui vraiment a livré une de ses meilleures performances depuis européenne. Tantôt, Jean parlait de Lyon, Ajax, Porto. Ben, le problème du côté de Barça, ben, c'était Rome, Liverpool, Bayern, où à chaque fois on partait la queue entre les jambes. Et là, on a un sentiment de fierté, un sentiment d'avoir joué du football dans la définition que se font les Catalans. Et je pense que ça joue dans la tête de Lionel Messi, qui sont maintenant en finale de la Coupe du Roi, qui sont juste à 3 points de l'Atlético en championnat. Tous ces facteurs-là, avec le gros X qui est le 40 millions de salaire net qui sera effectivement à adresser. Mais j'ai l'impression que on penche de plus en plus vers un séjour prolongé pour Lionel Messi. Et comme je te dis, je suis extrêmement surpris de penser ça, mais c'est un ressenti qu'il y a depuis vraiment quelques semaines, avec effectivement en point d'orgue la nomination de Laporta comme président. Une précision importante, hein, c'est de 40 millions net. C'est le net dans les circonstances qui est quand même assez important. Si on bascule du côté de l'Angleterre maintenant, dernier sujet avant de passer aux questions Twitter, Jean, à part Christian Pulisic qui joue pas trop depuis son arrivée à Stamford Bridge, pas mal tout le monde est content du travail de Thomas Tuchel. Ça se passe bien, ça se passe très très bien. Et je t'avoue que je suis un peu surpris parce que de la façon dont, à quel point ça se passe bien et rapidement. Parce que Tuchel, quand il a eu, tu sais que c'est un méthodique, tu sais que c'est quelqu'un qui va travailler là, par petites étapes, qui va faire la synthèse, et puis ça prend du temps. Et là, la transformation a vraiment eu lieu rapidement. Depuis qu'il est arrivé, on est à quoi 11 matchs invaincus. Il me semble qu'il n'a pas perdu, Tuchel. Ils sont bien placés face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Ils sont bien placés pour s'installer dans une place qualificative pour la Ligue des Champions. Donc essentiellement, le travail qui lui a été confié, qui était de rattraper les choses après le départ de l'Impact, il le fait. Il le fait, et il le fait avec, je dirais, c'est pas simplement un pompier, il le fait avec une certaine manière. Parce que, on sent que les principaux problèmes qui avaient planté complètement l'Impact depuis 2 ans, il est en train de les résoudre, ou en tout cas de les prendre bille en tête. Derrière, il y a un milieu très net avec Azpilicueta qui est mis dans une défense à 3 et qui, à mon avis, c'est le petit truc d'un joueur qui arrive à un certain âge et qui a besoin d'un nouveau challenge ou d'une modification dans son poste ou dans sa fonction pour pouvoir arriver à s'exprimer, à continuer à s'exprimer de la meilleure façon possible. Azpilicueta, je pense qu'il s'est trouvé cette niche-là. Meilleure répartition des rôles au milieu de terrain, et en particulier devant la défense, entre il y a Jorginho, Kanté, Kovacic, pardon, et Kanté. Ça s'équilibre beaucoup mieux. Et puis, on relance des 2 grosses signatures qui sont Werner et Havertz. Havertz a joué son meilleur match cette semaine, vraiment nettement contre Everton, extrêmement présent, extrêmement impliqué dans le jeu. Donc, franchement, ça fonctionne là. Ouais, tu as parlé du cas Pulisic.
Parce que là, ça va être une question il va falloir quelques semaines pour en rediscuter, parce que là, il se retrouve carrément avec probablement un petit peu trop même de qualité, ou en tout cas de choix devant. Et actuellement, il est dans une période où il est en train un petit peu de recadrer les choses et de voir quel est le meilleur fonctionnement possible. Donc, on va voir ce qui se passe. Et il a du beau monde quand même. Il a du beau monde avec lui. Et ça souligne les difficultés, encore une fois, et le problème qu'avait Frank Lampard à trouver une identité vraiment à chemin. Il a dit Frank Lampard, tu es Chelsea, tu es le symbole Chelsea. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, ça va se retrouver ou qu'il va y arriver. Il avait cette expérience de quelques mois à Derby. Et d'un seul coup, on lui donne le contrôle de quelque chose qui est 10 fois plus gros. Ça n'a pas bien marché, tout Frank Lampard qui soit. Tuchel, il arrive avec l'expérience de Dortmund, avec l'expérience du PSG, où il a appris un petit peu à tous les étages. Et même, comme il l'a dit sur la fin à Paris, à faire un petit peu de politique aussi, parce que ça va venir quand tu es à Chelsea. Oui, parlant de Frank Lampard, c'était pas dans les sujets dont on voulait parler, mais tu parles de sa progression, de l'ascension rapide de Derby dans un premier temps en Championship à Stamford Bridge à la barre de Chelsea en Premier League. Ensuite, il y a Thierry Henry qui a publié, en fait, il a offert une entrevue à 442 Magazine, qui est un gros magazine de foot britannique au cours de la dernière semaine. Sid, as-tu été surpris de le voir sortir aussi rapidement puis en profiter du même coup pour dire que, ben oui, moi, coacher Arsenal, j'adorerais ça. Je couperais même le gazon j'allais dire à Highbury, ça c'est l'époque, au Emirates si j'avais l'opportunité. Est-ce que est-ce que ça t'a pris de court un petit peu de voir que Henry était tout de suite ouvert à offrir des entrevues comme ça ou une entrevue comme ça? Oui, oui, je me suis posé la question du timing de l'entrevue. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle avait été faite, mais oui, oui. Bon après, c'est vrai que c'est pas une grande surprise. Hein. Il a toujours affirmé que ça l'intéresserait de pouvoir avoir un rôle à jouer à Arsenal, et puis c'est un peu ce qu'il a dit de façon métaphorique. Mais voilà, considérant tout ce qui s'est passé, et considérant aussi voilà, ces faits d'armes. Je crois qu'il aura quand même besoin de une ou deux saisons de qualité, un petit peu comme Steven Gerrard du côté des Rangers, pour se faire le nom et pour se faire la place afin d'arriver à briguer un poste comme celui d'Arsenal. Je crois que pour l'instant, il n'en est pas proche. Oui, et Steven Gerrard, dont tu parles, est enfin revenu au sommet, a ramené Rangers au sommet, eux qui ont confirmé leur titre de champion d'Écosse au cours des derniers jours. Et opinion personnelle sur Thierry Henry, j'ai l'impression que c'est une petite opération de PR, ça, pour rappeler à tout le monde que le coaching, ça m'intéresse encore. Je n'ai pas tiré la plug là-dessus, bien au contraire. Puis j'ai peut-être des étapes à prendre avant de me retrouver à la barre d'Arsenal. Puis tiens, si jamais vous êtes intéressé à être une de ces étapes-là, pourquoi pas appeler mon agent? Puis peut-être que cet article de 442 aura pu être utile. Fermeture de la parenthèse. Les sujets chauds maintenant, les gars. Il y a Simon Lachance qui nous demande, Jean, ça va être pour toi, jusqu'à quel point peut-on blâmer les blessures pour la saison catastrophique de Liverpool? Et est-ce qu'on peut remettre en question la gestion faite par Jürgen Klopp, la rotation de l'effectif, les multiples paires en défense centrale, etc.? Clairement, oui aux deux. C'est-à-dire, oui, les blessures ont eu un rôle essentiel. Et oui, clairement, Klopp a pris un pari qui n'a pas complètement fonctionné. Il a pris un pari sur plusieurs fronts, qui est de continuer avec un groupe qui est relativement limité, parce qu'il a connu depuis 3 ans que très peu d'évolution. De continuer à fonctionner d'une façon qui est extrêmement difficile, extrêmement taxante. Et ça, c'est pas nouveau. On l'avait dit déjà il y a longtemps. Donc, sa façon de fonctionner, ce qu'il demande aux joueurs est extrêmement taxant. Physiquement, c'est très, très, très dur. Ça demande des joueurs qui sont continuellement super remontés. Ça, c'est pas possible. Surtout dans un système où, on l'a dit plusieurs fois, il y a sollicitation tous les 3 jours. Pardon. Et effectivement,
dès qu'il y a des blessures, eh ben, ça se sent. Et là, comme il y a un nombre monumental de blessures, mais est-ce que les deux ne sont pas un petit peu liés quand même, quelque part? Il y a un nombre monumental de blessures qui, parce que certaines blessures sont venues sur des postes très précis, ont fait que tout le système a dû être changé. C'est-à-dire des joueurs de base au milieu de terrain que sont Fabinho et Anderson ont été reculés en défense centrale, qui crée un déséquilibre au milieu de terrain, qui crée un déséquilibre devant, où il y a eu la blessure de Diego Jota qui, sur les premiers mois de la saison, montrait qu'il était vraiment une option, un plus, en tout cas une vraie valeur ajoutée. Donc tous ces éléments-là font font qu'on a la situation actuelle, c'est-à-dire des blessures qui arrivent, qui créent un déséquilibre, mais dans le même temps, un pari que Jürgen Klopp a fait et qui, à mon avis, n'est pas totalement concluant parce que c'est trop. C'est trop. Et quand tu vois, tu regardes même le match contre Leipzig en Ligue des Champions, Liverpool se qualifie 2-0, 2-0, ok, ça va. Mais tu regardes, même là, tu vois que les mouvements, ils ne sont pas tout à fait les mêmes qu'il y a 2 ans. Il y a un nombre incroyable d'occasions qu'ils arrivent à créer parce que c'est encore là, mais qui ne concrétisent pas. Alors qu'avant, bam, bam, et puis ça rentrait n'importe comment. Il y a un moment, Salah a une longue ouverture où il arrive à garder son avance sur un défenseur. Il tire, Goulassi le contre. Mané arrive juste derrière et il y a toute une sorte de billard de rebond sur le gardien de Mané. Il y a 2 ans, hop, il arrivait, ça rentrait tout seul. C'est complètement fou. Alors Klopp a parlé aussi, il a dit quelque chose de très intéressant la semaine dernière. Il a dit c'est une question aussi, et ça c'est quelque chose d'intangible, de rythme, de la façon dont les choses s'enchaînent entre les joueurs, dont ils sont capables de garder d'un match à l'autre le rythme, c'est-à-dire de bien sentir le mouvement et la façon dont tout le monde dont tout le monde fonctionne. Et ça, c'est vrai qu'on ne le sent pas du tout en ce moment. On sent que c'est poussif, on sent qu'il faut forcer à chaque fois. Et en ce moment, je pense que c'est ce qui fait que Liverpool n'est pas capable de retrouver son rythme, justement, en Première Ligue. Et cette préoccupation-là pour le rythme, Jean, c'est tout à fait cohérent avec ce que Jürgen Klopp a eu comme commentaire dans le passé. Il nous a souvent parlé de la période des fêtes, puis lui, il était contre cette période des fêtes tellement chargée. Bien, c'est ce qui arrive, c'est que ça chamboule le rythme que tu as avant et que tu as après le temps de Noël. Et puis là, ça devient, c'est peut-être un peu la même chose qui est en train de vivre en ce moment pour des raisons bien différentes. Mais c'est intéressant de voir ce constat-là de la part de Jürgen Klopp, à voir si on sera capable de redresser la barre du côté de Anfield. Sid Yochan, maintenant, qui nous dit, après une autre sortie hâtive de la Juve en Ligue des Champions, est-ce que Cristiano Ronaldo s'en vient à l'Inter Miami? Ah, ce serait bien, ce serait bien. Il lui reste 1 an de contrat à la Juve, donc il y a une question qui se pose sur sa valeur marchande. Est-ce qu'on va au bout de ce contrat? Est-ce que on profite de l'opportunité pour tout de suite le vendre? Constat d'échec sportif, bon, c'est difficile. La Juve fait quand même les 2 derniers titres. C'est pour lui. Il est meilleur buteur du championnat actuellement, même si on parle énormément d'un Lukaku ou d'un Zlatan. Donc, c'est compliqué. Est-ce qu'on ne se donne pas encore la chance d'en profiter pour une dernière saison? Je pense qu'il y aura de grosses discussions du côté de d'Agnelli et de Pirlo sur la suite. Mais voilà, un départ du côté de la MLS, je serais le premier content de voir Cristiano Ronaldo ici. Oui. Ouais, Cristiano Ronaldo avec un flamant rose sur les cuissons. C'est sûr que ça marche. Dans un centre d'entraînement, je ne sais pas si vous avez vu, les gars, le centre d'entraînement, c'est Miami Vice de chez Miami Vice. Il y a du rose partout sur la bâtisse. Ça fait. C'est bon pour le brand. Vas-y, fais-le cette année, Cristiano. Une dernière saison à Turin. Là, tu retourneras en vacances, puis tu seras correct pour faire du ski un petit peu plus tard. Il y a les 30 millions de salaires qui se posent un petit problème quand même. Mais... Ouais, mais Don il va te régler ça. Don, il va s'occuper. Don, il va appeler Adidas, puis il va dire « Ouais, je le sais, c'est pas tout à fait dans vos tales, mais y a-t-il moyen de faire quelque chose? » À suivre ce dossier-là.
Sid, encore avec toi, il y a Thomas Villeneuve qui veut savoir, avec Wilfried Nancy à la barre de l'équipe, tu t'attends à voir le CF Montréal jouer quel genre de ballon cette année en 2021? Compliqué de répondre parce qu'il y a beaucoup d'inconnus du côté des nouveaux joueurs. Je pense que c'est intéressant ce qu'a fait Olivier Renard dans l'entre-saison, mais ça reste qu'il y a beaucoup de joueurs dont on ne sait pas quel sera le rendement. Parce qu'il y a Mihajlovic que j'estime qui va pouvoir être capable de conserver le niveau de Chicago, parce qu'il jouait en MLS avant. Tous les autres joueurs, on se base sur très très peu d'éléments. Il a quand même parlé de la volonté justement d'aller rapidement vers les buts, de courir beaucoup. Mais c'est compliqué à dire. Il est possible qu'il fasse une Thierry Henry. On arrive en pré-saison avec certaines certitudes, puis on voit que ça fonctionne pas et directement on se vire de bord avec un système à 3/5 qui n'était pas les formations qu'il a employées durant toute sa période de pré-saison. Donc il y a ce qu'on a envie de mettre en place. Est-ce que le groupe est capable de mettre en place? Et je pense qu'il devrait s'inspirer de Klopp, à un moment donné, faire attention à pas trop tirer l'élastique, parce que c'est là qu'on a vraiment des problèmes sur le terrain. Et tu sais quoi? Moi, je pense qu'une des pièces maîtresses, peut-être même la pièce maîtresse pour que tout ça fonctionne, l'intégration de joueurs venant de l'extérieur, l'intégration de jeunes avec beaucoup moins d'expérience, le message, arriver à le passer du côté d'un nouvel entraîneur et arriver à jouer plus rapidement vers l'avant, être dynamique. Si Victor Wanyama est le Victor Wanyama de 2020, tu vas avoir des gros problèmes. Si Victor Wanyama est un moteur plus important, il accélère le jeu, il accompagne l'équipe vers l'avant et il s'assure que tout le monde fait la même chose, là, je pense que tu peux monter d'une énorme coche par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière. Et si Wanyama marche autant, accompagne pas ses coéquipiers, on le sent frustré comme il l'a été par moment sous Thierry Henry, c'est là où je pense que ça pourrait être une grosse tâche que de l'embarquer puis vraiment de faire acheter un projet où à la base, il est venu pour un coach. Puis là, c'est plus ce coach-là qui est venu. Il y avait évidemment la connexion du nord de Londres. Tu as Henry qui était à Arsenal à l'époque. Tu es allé chercher Victor Wanyama qui était à Tottenham. Donc ça, c'est un des gros dossiers à surveiller en 2021. Jean, on va terminer avec la question du staff. L'Inter et l'Atlético en Europe sont des leaders inattendus pour le moment en championnat. Quel de ces deux clubs-là est le mieux placé pour l'emporter? Ils ont tous les deux exactement le même nombre de points, la même avance sur les seconds avec le même nombre de matchs joués. Donc, essentiellement, allez, on va se faire... Non, mais écoute, je dirais l'Inter. Je dirais l'Inter légèrement parce que je pense qu'avec Conte, ils sont remontés vraiment pour mettre... il y a vraiment cette envie de mettre fin à la domination de la Juventus et puis de commencer un cycle sur lequel ils seraient beaucoup plus dominants. Ils n'ont plus d'autres tracas parce qu'il n'y a pas Coppa Italia, il n'y a plus de Ligue des Champions, il n'y a pas d'Europa League. Ils sont à fond là-dedans. Je pense qu'ils ont aussi, au niveau du calendrier, un peu plus de marge de manœuvre. Du côté de l'Atlético, regarde, ils ont repris en gagnant contre Bilbao, ils ont repris 10 points d'avance sur Barcelone là. Il y a eu une période, février était dur, hein. Février a été pas mal dur pour eux parce qu'on les voyait en avance, on disait ils ont quasiment 10 points d'avance, allez bye bye. Puis il y a eu 2-3 matchs compliqués et d'un seul coup ça tournait pas. Là-dessus, c'est mis la défaite contre Chelsea en Ligue des Champions. Et là, d'un seul coup, on se posait pas mal de questions. Et bon, là, Simeone a failli réussir un gros coup dans le derby de Madrid, hein, qui, à 2 minutes près, aurait pu se terminer par une victoire de l'Atlético. Et là, je t'aurais dit, OK, là, c'est bon. Donc, il reste une petite marge de doute. Et comme s'il le soulignait, Barcelone est en train de retrouver un certain allant, disons, ou en tout cas capable de terminer fort la saison maintenant, d'autant plus qu'il n'y a plus cette lourdeur Ligue des Champions où il devait absolument soit prouver, soit rattraper le coup, en tout cas ne pas se faire sortir humilié comme l'année dernière, très certainement. Donc là, ça c'est réglé.
eux, ils sont maintenant dans une dernière fraction de la saison où ils peuvent se lâcher. Hein. Ils sont en retard en championnat, mais ils peuvent pousser pour essayer de rattraper l'Atlético. C'est totalement jouable. Il n'y a rien d'autre à part une finale de Coupe d'Espagne. Sid, si je t'obligeais à parier sur cette question-là, l'Inter ou l'Atlético, est-ce que tu laisserais Jean gérer tes finances? Oui, 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 pour les mêmes raisons. Je pense que Barça est mieux armé pour aller chercher un petit quelque chose. Et même Real Madrid, hein, on ne sait jamais. Comparativement au Milan Mhm. AC, je pense qu'il y a eu aussi le match, le derby milanais. Puis on voit que Ouais, l'Inter, c'est ils sont vrai. en mission. Donc je pense que Mhm. c'est pour eux cette année. Parlant de mission, la vôtre est complétée pour cette semaine. Les gars, toujours un plaisir de jaser avec Ouais. vous. Merci beaucoup. Merci Merci, bien. merci. Et merci à vous d'avoir posé vos questions sur Twitter. Vous pouvez continuer de le faire tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF. D'ici là, ben, continuez de consommer et partager notre contenu sur le rds.ca/balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.